Donc, alors, pour le moment, revenons à l'actualité politique de la semaine. Beaucoup d'actions encore. Je les accueille ou j'en accueille un des deux. Je ne suis pas certain. Il y a quelqu'un en ligne. C'est Frédéric Bérard, je crois. Bonjour, Frédéric Bérard. Salut, Nick Payne. Mais ça va nous donner le temps de parler pendant qu'on joint. Vous voyez comme le hasard fait bien les choses. Steve Fortin est incapable de vous interrompre en ce moment puisque on ne l'a pas encore rejoint. Parlons de votre livre. Donnez votre temps. Vous lancez ça ces jours-ci. À l'instant où je vous en parle, j'ouvre mes notes. C'est publié chez Somme Toute. Le livre s'appelle « La Terre est une poubelle en feu ». Laissez-moi deviner, on y parle d'environnement? Vous êtes perspicace comme toujours, Nick Payne. Non, mais à une autre époque, ça aurait pu vouloir dire qu'on est assis sur une poudrière, je sais pas moi, géopolitique, quelque chose comme ça. Mais là, on voit bien l'image de un peu salope de la poubelle avec cette grosse fumée noire épaisse. Et puis en plus, c'est notre planète dont il s'agit. Racontez-moi un peu ce que vous nous dites là-dedans. Ouais. Ça, c'est surtout un essai qui porte sur la question environnementale qui a été délaissée en bonne partie depuis la COVID, puis on peut comprendre. Une pandémie, évidemment, c'est un truc absolument majeur dont on doit s'occuper en premier lieu, ça va de soi, mais c'est comme l'impression qu'il y a plusieurs politiciens qui vont se servir de cette même pandémie pour justifier leurs actions anti-environnementales, malgré les promesses qui ont été tenues. On a vu le gouvernement Legault avec le projet de loi 61, où on donnait au ministre de l'Environnement le pouvoir d'amender les garanties de la loi sur la qualité de l'environnement par simple règlement. On a vu aussi le gouvernement Trudeau qui autorise toute forme de forage en plein océan, contrairement aux règles applicables. Donc, malheureusement, je pense que cette pandémie-là va servir de prétexte pour plusieurs. Déjà que la chose allait très mal avant, quand on regarde les rapports de scientifiques qui sont à peu près unanimes, là, à hauteur de 98-99%, l'humanité a devant elle peut-être un 3, 4, 5 ans au maximum pour donner le coup de barre nécessaire pour empêcher justement l'espèce de point de bascule. Et je vous dirais que... Regarde les Bolsonaro et compagnie, les Trump, j'ai pas l'impression qu'on s'enligne vers dans cette direction-là. Alors, c'est ça, votre sous-titre, c'est « Nous voici au dernier acte, reste à agir en désespoir de cause ». Est-ce que, Frédéric Bérard, vous allez vous inscrire... vous avez remarqué comme moi qu'il y a un certain mouvement de, d'agacement face à ceux qu'on considère trop... catastrophistes, les collapsologues et autres, même si la collapsologie sort du seul domaine de l'environnement, là, on parle d'un monde qui va s'effondrer pour toutes sortes de raisons. Est-ce que, supposons un instant que le fond soit légitime et exact, ce qui est bien possible, est-ce que la manière est pourrait être trop... Est-ce que vous prenez des gants blancs là-dedans, Frédéric Bérard, ou vous nous dites que c'est la fin du monde? D'après vous? Parfait. C'est excellente réponse. Donc, c'est la fin du monde. C'est ça que vous me dites? Oui. En fait, pour répondre à votre question, parce qu'elle est pertinente, le problème, c'est que ce genre de sujet-là n'intéresse à peu près personne. La pandémie a effectué un nouveau recul. Alors, comment attirer l'attention là-dessus? Les scientifiques sont à peu près unanimes. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis pas considéré comme un scientifique. Je ne le suis pas du tout, en fait. Mais il faut amener ce discours-là dans l'espace public. C'est comme ça que Greta Thunberg, qui a reçu des volets de bois vert à gauche et à droite, là, vous le savez comme moi, et c'est surtout à ça que vous faites référence en partie. Alors, comment on amène ce sujet-là dans l'espace public? Ça, c'est la question. Moi, j'ai choisi un titre qui est provocateur volontairement, parce que c'est trop simple, ça, de repousser du revers de la main, encore une fois, cette question-là qui est névralgique. Selon les rapports, Nick Payne, d'ici 25 ans, il y aura 300 millions de réfugiés climatiques à travers la planète. 300 millions. Et c'est déjà commencé. Le point de bascule est à nos portes. Alors moi, de faire comme si, c'est pas si pire que ça, les discours des Maxime Bernier et compagnie qui nient essentiellement la science, moi, je ne vois pas comment on peut épouser ce genre de posture-là, à moins, évidemment, qu'on l'excuse par le fait que ça fasse notre affaire. C'est plus facile de regarder ailleurs. C'est
plus facile de regarder ailleurs que de regarder un monde qui est en train de s'effondrer devant nous. C'est Jacques Chirac qui disait la maison brûle et nous regardons ailleurs. Hein? Pourtant, c'était pas un champion de l'environnement non plus, là, mais... Non, peut-être pas, mais c'était quand même un des premiers politiciens, à vrai dire, à avoir sonné l'alarme. Et là, on parle de quoi? Cette déclaration-là est en 97, 98, je me souviens bien, quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour dire que ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Quels ont été les progrès enregistrés depuis? Absolument rien. Et là, le moment où on tombera dans ce même point de bascule, ben, par définition, un point de bascule, c'est une fois que tu l'atteins, il est trop tard. Alors, on va être obligé de jouer en défensive, encore une fois. Et puis, franchement, je le répète, je ne suis pas un scientifique, j'ai pas cette prétention-là. Mais quand même, est-ce qu'on peut politiquement penser à affronter sérieusement cet enjeu-là qui est pas mal plus important que la pandémie? Noam Chomsky, qui est peut-être pas un de vos préférés, mais disait encore il y a ça quelques semaines... Ah, mais j'ai rien dit contre Chomsky, moi. Ne me prêtez pas d'attention. Absolument. Il a dit, on se remettra de la COVID, mais on ne se remettra pas de la fonte des glaciers. Des glaciers qui, plusieurs scientifiques, ont en leur sein plus de 200 000 virus qui ne sont pas nécessairement mortels, qui ne sont pas nécessairement néfastes pour l'humain. Oui, mais alors on pense ici au dégel de virus pris là depuis des millénaires qui pourraient bien sûr nous atteindre. En terminant, parce qu'on va commencer notre chronique avec Steve Fortin, comment ça se fait dans ce cas-là, Frédéric Bérard, qu'on n'agit pas dans ce domaine-là à la hauteur de ce que sont vos attentes à vous au minimum, mais quand même celles de beaucoup de monde, là, il faut le dire. Puis par ailleurs, personne n'est contre la tarte aux pommes non plus, hein, de façon absolue. Demandez aux gens s'ils veulent sauver le climat, l'environnement de façon à sauver l'espèce humaine. Pas mal tout le monde est d'accord quand même. Donc, comment ça se fait que ça n'avance pas aussi bien que vous le voudriez? Est-ce que, on va parler de la gauche et de la droite tout à l'heure dans l'émission, là. Est-ce que, je vous pose la question de la façon suivante. Est-ce que l'environnement est trop cantonné à gauche? Est-ce que vu que pour être un bon environnementaliste, on est souvent aussi attaché au discours mondialiste, inclusif, ou d'une certaine gauche ou d'une autre, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas que cet enjeu-là gagne en caractère transversal, si vous voulez? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça traverse les clivages politiques davantage qu'à l'heure actuelle? Ben, moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Écoutez, pensons-y franchement, là, s'il y a un sujet, un thème qui devrait être absolument rassembleur, au-delà de la partisanerie, au-delà des axes idéologiques, c'est quand même la survie de l'humanité. Ça me semble que ça fait pas tout. Là, évidemment, on peut accuser la gauche d'être trop à gauche, trop provocatrice, trop ça, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que quand Greta Thunberg est sortie à l'automne dernier, ceux et celles qui ont frappé dessus à coups de 2x4, c'est les Michel Onfray, c'est les Richard Martineau, et compagnie qui se réclament eux-mêmes d'une certaine droite. Ils ont le droit de pas aimer le discours de Greta Thunberg, mais c'est pas tant la forme qui importe que le fond. Vous parlez de Michel Onfray, par exemple, c'est un bon exemple. C'était pas tellement, bon, bien sûr, là, il y avait des attaques pamphlétaires sur la forme, mais il y avait le fond. Il y avait le fait que cette jeune femme incarne parfaitement en même temps cette espèce de petite bourgeoisie confortable de gauche qui expie sa mauvaise conscience environnementale en faisant la morale aux autres. Il y a ça aussi là-dedans. C'est un problème, ça, pour... Je vous dirais là-dessus, on s'en tape. Oui, ben vous, peut-être, mais pas tout le monde, manifestement. Peut-être pas, mais on devrait s'en taper, alors, parce que c'est trop facile, ça, de dire que Greta Thunberg est peut-être trop jeune, trop ci, trop ça, trop revendicatrice, trop féministe, trop fille, trop je sais pas quoi, mais je m'en fous. C'est le fond qui nous intéresse, c'est le fond qui devrait nous intéresser à cette étape-ci. Puis pour peut-être conclure ma réponse à votre question initiale, j'ai pas été mieux qu'à peu près n'importe qui sur cette planète-là, puis je suis pas certain que je le suis beaucoup plus à ce moment-ci, mais qu'est-ce qui a provoqué chez moi cet éveil environnemental, entre guillemets? C'était en 2017, je crois, où j'étais avec ma fille d'alors 16 ans en Israël, à Tel Aviv, pour être précis, et à un moment donné, elle devient émotive pour une raison que j'ignore. Enfin, je voyais qu'elle réfléchissait de son côté. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, je pense pas que je vais avoir des enfants un jour. Je dis, comment ça, de quoi tu parles? Ben, elle dit, avec tout ce qui se passe d'un point de vue environnemental, avec le fait qu'on s'en fout, mais éperdument à ce moment-ci, le fait que je regarde l'océan et que je vois que je suis une poussière, en fait, sur cette humanité qui est sur le point de s'éteindre, ben, elle dit,
Ça vous a ému, ça, Frédéric Bérard. Vous êtes vous êtes un grand sensible, on le sait, mais je comprends. Non, mais oui. En fait, j'avoue que les deux jambes m'ont été sciées d'un coup et c'est là que j'ai décidé plus, je dirais, plus agressivement, dans le bon sens du terme, d'essayer de faire connaître un peu cet enjeu-là. Et puis là, je suis moi-même une mini goutte d'eau dans un océan, mais franchement, je ne vois pas comment on peut écarter ce débat-là au-delà des questions de forme. Alors, La Terre est une poubelle en feu, publié chez Somme Toute, à lire, de Frédéric Bérard. C'est sorti là où ça sort incessamment? Oui, c'est en librairie depuis mardi, je crois. Bon, on peut lire ça sans son masque, il n'y a pas de danger. Les livres oui, puis vous pouvez même le commander sur le site Les Libraires, ça vous est livré, puis ça vous évite de sortir et d'attraper le virus. Bon, j'espère que c'est livré par un drone électrique, là, histoire de ne pas polluer encore davantage. Oui, c'est ça. Allons, sur les pistes cyclables de la mairesse Plante. Allons tout de suite rejoindre Steve Fortin qui a réussi à ne pas parler pendant presque 10 minutes. Bonjour, Steve Fortin. Hey, salut. Chroniqueur au Journal de Montréal. On aime ça vous taquiner. Et Frédéric Bérard, je ne l'ai pas dit, bien sûr, il n'est pas seulement auteur de ce livre, il est juriste, avocat, il est chroniqueur au journal Métro et puis un paquet d'autres affaires, comme vous aussi, Steve Fortin. Alors, beaucoup d'actualités politiques cette semaine. Commençons par, allons-y chronologiquement. Monsieur Legault faisait récemment une tournée là, médiatique pour faire une sorte de bilan sur la crise, sa gestion de la crise de la COVID et la session parlementaire, si on peut l'appeler comme ça. Monsieur Legault disait essentiellement, n'eût été des CHSLD, on aurait été les meilleurs au monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Steve Fortin? Premièrement, c'est très, très malvenu de présenter les choses comme ça. Les CHSLD font partie de l'équation. Puis, je suis un de ceux aussi qui a écrit cette semaine, François Legault a perdu la guerre contre le COVID. Et d'essayer de changer si on veut, l'angle du portrait ou essayer de lui redonner une couleur qu'il n'a pas en se dédouanant de ce qui a le plus mal été. Non, je suis désolé, ça fonctionne pas. Les CHSLD font partie intégrante de ce dossier-là et il y aura un post-mortem à faire et qu'on va revenir sur ce dossier-là puis qu'on va se questionner sur comment on a perdu cette guerre-là parce que c'est bel et bien le cas et on doit le faire rapidement parce que on le voit. Et moi, j'aime le travail qui est fait en ce moment par l'Institut américain de santé, un peu l'équivalent de l'ISQ ici. Là, on est en train de voir une résurgence dans plusieurs États américains. On voit que la courbe repart rapidement vers le haut. Cela devrait nous inquiéter ici aussi. Et c'est comme si était entré dans notre esprit que tout à coup, il fait beau, tout ça, puis on déconfine, puis on semble avoir les choses bien maîtrisées. Il ne suffirait que d'une éclosion bien mal placée pour que, par exemple, comme en Floride, ça reparte radicalement vers le haut. Donc, je sais pas, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais François Legault, dans sa tournée, par contre, lui, s'est rendu compte d'une chose. D'un sondage à l'autre et d'une analyse à l'autre, François Legault continue de cartonner dans les sondages. Ça n'a rien à voir avec la COVID. Il est capable de regarder son bilan là, presque demi-mandat, là, puis il se dit, voilà, loi 40, qui est loin d'être un exercice parlementaire. Moi, j'ai détesté beaucoup comment on a conduit les choses dans la fin des commissions scolaires. Projet de loi 61, grosse défaite pour lui. Mais tout ça, ça va lui couler comme l'eau sur le dos d'un canard, tant que notre politique va être engluée dans les questions identitaires. Plus on va être là-dedans, plus il va y avoir une polarisation sur cette question-là. On va assister à 2 Québec. Il va y avoir Montréal, un petit peu de rouge, un petit peu d'orange, puis tout le reste du Québec va être en bleu. Et là, on apprend pour la première fois, dans mon coin, dans l'Outaouais, même Pontiac, qui est le comté d'André Fortin, là. On est là dans le libéral rouge, Fortin, le plus rouge, là. Moi, j'étais un de ceux qui avait dit, parce que j'avais fait des entrevues avec la candidate
qui avait succédé à Stéphanie Vallée. Là, on parle de Maniwaki, puis on parle un comté que Frédéric connaît très bien. On parle de Gatineau. Moi, là, je voyais pas ça. Puis j'étais allé à une des rencontres qu'on avait faites dans le coin de Casabazoua. Puis je me disais, non, voyons, il y avait un sondage qui était sorti de Main Street, puis on disait, Gatineau pourrait bousculer. Alors là, vous parlez du clivage, quand vous dites identitaire, là, on n'est plus dans souverainiste fédéraliste, on est dans plus ou moins nationaliste, un peu plus conservateur et plus. C'est gauche-droite, en fait, hein? C'est le nouveau clivage gauche qui a préséance entre la gauche et la droite. Qui sont écœurés de comment que ça se passe en ce moment dans leur propre famille politique. Je recueille par dizaines des témoignages de gens dont on dit qu'ils sont racisés et qui sont plus capables de cette discussion-là. Ça va marquer la politique, ça. Avant d'aller sur les racisés et tout ça, avant d'aller là, Frédéric Bérard, si vous aviez des notes à donner aux quelques ministres qui ont été très visibles pendant la crise de la COVID, je vous soumets que ça a mieux été pour les Éric Girard, par exemple, et pas mal moins bien pour les Christian Dubé. Il y a sans doute une série de notes à donner entre les deux. Comment vous voyez la performance des différents ministres? Geneviève Guilbeault aussi, par exemple? Et bien sûr, Marguerite Blais. Oui, on commence par les meilleurs ou les cancres? À votre goût. Commencez par la poubelle en feu, si vous voulez. Ah oui, sans mauvais jeu de mots, je pense que Marguerite Blais a illustré à quel point c'est un problème maintenant ça l'a toujours été, mais c'est encore pire que jamais, où nos politiques sont basées sur une image et on devient une vedette politique dès lors qu'on est passé à la télé. Marguerite Blais, franchement, absolument, je vais mes mots, mais doit clairement se faire démissionner et sa presse. On a vu toute la vacuité du personnage. Je dis pas que c'était facile de s'obstiner avec Gaétan Barrette dans un gouvernement précédent. Mais en même temps, il y a la vacuité du poste aussi. Hein? C'est un ministère sans portefeuille. C'est une mascotte un peu. C'est un peu ce que je voulais dire, Nick, dans l'optique. S'obstiner avec un Gaétan Barrette et compagnie, on s'entend que mais reste qu'elle avait été mise là pour des raisons purement électoralistes, tout simplement, et puis on a vu ce que ça a donné. J'ai oublié Jean-François Roberge aussi, pour qui ça va moyennement bien. On parle de lui comme d'un futur remanié, là, s'il y a remaniement ministériel. Mais lui, c'est une catastrophe, mais franchement, à tout point de vue. Je pense pas que ce soit un méchant garçon, mais je pense que le job, l'ampleur du job le dépasse et de loin. Moi, lui, Marguerite Blais et Simon Jolin-Barrette, qu'on n'a pas trop vu là, dans le COVID, sont les trois cancres de ce gouvernement-là au moment où on se parle. Christian Dubé en a eu plein la gueule avec le projet de loi 61 et moi j'ai franchement détesté son chantage a posteriori avec la ligne bleue. Mais la ligne bleue du métro à Montréal, quoique là, on apprend qu'il y avait quelque chose derrière ça. C'est que les propriétaires des galeries d'Anjou refusent d'être expropriés et la loi 61 nous aurait aidé à les tasser pour faire le métro. Ouais, Christian Dubé, c'est pas un gars de la Caisse de dépôt, ça? Ah, oui, monsieur. Oui, tout à fait. Bon, regardez donc ça, comme tout est dans tout. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? Danielle McCann, je veux dire, elle s'est fait totalement éclipser par Arruda, soyons francs. Et malheureusement, c'était un peu à elle à secouer les cordes de cette crise-là. Et puis moi, je suis d'accord avec Steve à 1,000,000%. Les CHSLD, la dernière fois que j'ai regardé, là, c'est sur le territoire québécois, ça, là, c'est pas sous juridiction fédérale non plus. Alors, comment les exclure de l'équation comme si facilement en disant, si ça n'avait pas été de ça serait parfait. Arruda a même ajouté cette semaine, il faut être drôlement effronté, qu'il n'était pas au courant que ça allait mal dans les CHSLD avant la crise, qu'il manquait d'équipement, manquait de ci, manquait de ça. C'est à peu près le seul au Québec qui ne le savait pas. Malheureusement, c'est le directeur de la santé publique. Alors, lui n'est pas au Conseil des ministres, mais on sait déjà, Frédéric Bérard, que vous ne lui donnez pas une très bonne note. Mais vous nous avez amené à notre prochain sujet qui est avec les CHSLD. Cette histoire-là des futurs nouveaux préposés aux bénéficiaires à 26 $ et quelque chose de l'heure, 49 000 par année, invités dans
dans une forte campagne de relations publiques par François Legault à venir être formés aux frais du gouvernement. Et là, on apprend que les syndicats, eux, disent non, ça marchera pas comme ça, Steve Fortin, ils vont commencer à 21 $ de l'heure parce que ça n'a pas de sens de les payer davantage que des gens qui sont là depuis longtemps. De quoi? On est en face de quoi ici, là? D'un décalage entre ce que veut faire le gouvernement et ce qui se fait pour vrai? Le gouvernement va trop vite, il consulte mal, ou est-ce que c'est une forme de corporatisme d'un milieu qui n'est pas habitué d'avoir des patrons qui prennent des vraies décisions? Écoute, il y a deux choses là, qui s'en viennent sur le radar du gouvernement. Je suis content qu'on parle des CHSLD, puis permets-moi de faire un parallèle avec un autre groupe, parce que deux groupes pourraient se retrouver dans la rue en même temps, et c'est des gens quand même qui sont importants. Ça me permet d'amener dans la discussion le député de Montcomté, ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. On a appris qu'il y aurait des grèves tournantes, mais ça commencerait aussi, on pourrait aller jusqu'aux grèves générales illimitées. Là, l'école vient de terminer, on rouvre les CPE, mais ceux qui sont les garderies, là, ce qu'on appelle les ressources de garde en milieu familial, ces gens-là, majoritairement des femmes, et là, on apprend qu'ils vraiment, ils sont en train d'organiser, là, peut-être là, même jusqu'à la grève générale limitée. Puis dans le domaine des CHSLD, pour ce qui est des préposés aux bénéficiaires, j'ai eu la chance de discuter avec deux personnes pour un dossier sur lequel je travaille en ce moment, et deux préposés aux bénéficiaires. Je vais dire une chose, leur colère, en tout cas, parce qu'on parle vraiment de colère, et dans certains cas, ça va très, très loin. Premièrement, il y a une colère lourde de gens qui sont dans le réseau depuis très longtemps, puis qui voient les conditions qu'on promet aux gens. Puis là, je reviendrai sur la promesse rapidement, là, mais les conditions dont on parle dans les médias, toujours dans la sphère publique, il y a des gens qui se disent, mais ça n'a pas de bon sens. Les gens vont entrer là-dedans à une échelle salariale que nous, on n'aurait même pas espéré. Tu sais, il y a comme là, il y a là une espèce là, il y a une incongruité là, qu'il va falloir régler, puis je suis certain que les gens au ministère, ils vont s'attaquer à ça, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et l'autre chose là-dedans, c'est que il y a beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui sont très mal contents de comment on a traité de cette question-là dans l'angle public. Par exemple, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que, par exemple, on avait des anges gardiens, tout ça. OK, je veux bien, ça peut peut-être se faire dans certains CHSLD, dans certaines régions, mais quand tu sors un peu mettons, de Montréal puis de la première couronne, les CHSLD ici sont tenus à bout de bras par des gens qui sont là depuis longtemps et dont on n'a pas souvent parlé du travail. Et là, ils voient tous ces gens-là qui arrivent, cette masse de monde avec des conditions. Et je te le dis, là, on est en train de créer un gros problème dans ce réseau-là par la façon dont on le fait. Je comprends qu'il faut des gens, puis je comprends, mais là, il y en avait déjà qui étaient là, puis ils sont des milliers. Puis ces gens-là, ils vont vouloir être entendus. Et déjà, on parle dans certains CHSLD, en Ottawa notamment, on parle, écoute, si on n'est pas entendu, c'est nous qui allons sortir. Parce que ça a l'air que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour être entendu. Fait qu'on on se magasine une petite crise ici, le post-pandémie, ou en tout cas dans la courbe descendante de la pandémie. Oui, ou en attendant le reconfinement et le retour, comme vous le disiez tout à l'heure. On parlera de ça dans une autre émission. On va se donner une émission ou deux de plaisir, là, faire comme si on était sorti du bois. Frédéric Bérard, le temps nous bouscule. En terminant, en quelques mots, ça va être difficile. Transportons-nous à Ottawa un instant. Jack Mead-Singh, frustré du non-appui du Bloc québécois à une motion parlant de racisme systémique à la GRC, a traité un député bloquiste de raciste. Le torchon brûle depuis ce moment-là à Ottawa. Monsieur Singh ne sait pas... Il persiste et signe, hein? Sans mauvais jeu de mots, c'est Monsieur Singh. Mais j'y ai pas pensé avant de le dire. Ça arrive des fois comme ça. Non, mais il persiste, en tout cas. Est-ce qu'il est allé trop loin, d'après vous, Frédéric Bérard? Est-ce que c'est trop binaire, tout ça? Est-ce qu'on est forcément raciste parce qu'on fait de la stratégie, ou je ne sais pas. Le Bloc dit qu'il n'appuie pas cette motion parce qu'une enquête est déjà en cours et on ne veut pas conclure à sa place au racisme systémique. Mais bon, commençons par la forme, là. Commençons par M. Singh. Quelques trucs rapidement. J'ai aucune idée. Je connais pas à l'intérieur. J'ai aucune idée s'il est raciste ou pas. Et franchement, je pense pas que ce soit le débat ici. C'est lui qui a casqué parce qu'évidemment, c'était, si je peux dire, l'homme de main de Blanchet là-dessus. Je pense que c'est une stratégie du Bloc qui a fonctionné parce qu'on a provoqué un Québec bashing assez clair. Maintenant, question pour vous. Est-ce que le fait de traiter un député bloquiste de raciste signifie que les Québécois sont racistes? Moi, quand j'entends un député de l'Ontario se faire traiter d'homophobie, je ne crois pas que personne traite les Ontariens d'homophobes. Et dernière chose là-dessus, parce que je sais que le temps presse, si le Bloc avait présenté en Chambre une motion disant la chose suivante:
On condamne le racisme systémique de la GRC envers les francophones qui ne font pas assez de place et que la GRC avait elle-même admis ce racisme systémique envers les francophones et que, disons, que le NPD avait refusé d'appuyer une telle motion du Bloc. Comment le Bloc aurait traité Jack Mincing et compagnie? Oui, mais là, il y a quand même beaucoup de si dans votre proposition, mais on comprend votre logique. Mais bel effort, Frédéric Bérard. En terminant, mais vraiment en terminant, Steve Fortin, là, parce que là, faut qu'on tire. C'est drôle parce que j'ai manqué l'appel au début. J'étais au téléphone avec Yves-François Blanchet, à qui j'avais demandé des explications par rapport à ça. Ce matin-là, le NPD avait sondé que les représentants de différents partis politiques parce qu'il y avait besoin d'appui pour un comité qui allait être formé et tout ça. Le Bloc avait tout à fait dit oui. Et tout à coup, ils sont arrivés dans l'après-midi. Paf, ils déposent cette motion-là à l'intérieur de laquelle il y a des conclusions préalables. C'est sûr et certain que ça ne pouvait pas passer. Puis il faut dire une chose, des gens du NPD, tout de suite après que ça se soit passé, ont été eux-mêmes très, très surpris de la manière dont ça s'est passé en Chambre. Et vraiment, on se disait, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, là, c'est du parlementarisme. Puis ce qu'on voit là, moi, de prétendre, comme Frédéric le fait, qu'il y avait une stratégie, puis c'est ça qu'on a voulu faire, excusez, là, la dernière semaine que vient de passer à l'Intérien, là, c'est absolument infect ce qui est en train d'arriver. Les menaces, bien, comme de raison, on le sait, c'est tout le temps comme ça. Mais les menaces, tout ça, écoute, c'est hallucinant la tempête dans laquelle il s'est retrouvé, alors que dans l'exercice du parlementarisme, là, ce qui s'était passé ce matin-là, ça faisait aucun sens. Et cette motion-là n'avait absolument aucune raison d'être par rapport à ce qui s'était passé le matin même, alors que les partis étaient en train de justement organiser ce comité-là. Et là, tout à coup, il dépose une motion où, à l'intérieur de laquelle il dit, ben voilà, on va presque déjà en déterminer les conclusions. Ça faisait pas de sens. Et n'importe qui connaît un peu de la façon dont ça fonctionne, ce parlementarisme-là, dira que c'était très malvenu, cette motion-là. Bon, on termine sur un... là-dessus, ensuite, et de dire qu'à l'intérieur est raciste, que moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui, c'est je peux pas croire qu'on est là-dedans. Mais là, maintenant, on est de l'autre côté. Bon, alors, on aura Steve Fortin... ce qu'à l'intérieur vit en ce moment. Oui, on finira après le désaccord sur ce point d'accord. Il est impossible de dire que M. Terrien est raciste. En tout cas, Frédéric Bérard ne le sait pas. Mais vous, Steve Fortin, vous êtes sûr que non et on n'a pas de raison de croire le contraire. Bref, merci beaucoup à vous deux. Continuez de vous déconfiner prudemment et on se parle très bientôt. J'espère. C'était Frédéric Bérard, chroniqueur à Métro. Merci Frédéric Bérard et Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. N'oubliez pas de vous procurer La Terre est une poubelle en feu. Je le ferai. Je félicite Frédéric d'avoir lancé ça. J'espère qu'on va avoir la chance d'en discuter un petit peu plus longuement de la question environnementale. Faisons un segment là-dessus. Bravo, Fred. À une prochaine. Salut. Salut. Dans un instant, chers auditeurs, nous discutons justement de cette question. On va parler de ça, là, Jack Mincing et du racisme systémique, forcément, parce que c'est au cœur d'un contentieux gauche-droite, là, on peut le dire comme ça, ou en tout cas entre des progressistes et des conservateurs, peut-être, et même entre certaines gauches et d'autres gauches aussi. Dans un instant, avec Ludwig Moquin-Baudry.